Bien, le marathon du festival, mais on n'a pas l'impression que c'est un marathon, on n'a pas l'impression que nous travaillons puisque nous lisons et nous allons lire et nous avons fait chauffer notre carte bleue pendant 3 jours. Mais avant de pouvoir profiter de nos lectures, de repenser à tout ce que nous avons entendu, il nous faut encore remettre un prix, et un prix tout à fait mérité, vous allez le voir, qui est un prix qui s'appelle le prix Augustin Thierry, avec le soutien de la ville de Blois, qui est le prix de l'équipe des Rendez-vous de l'Histoire. Madame la ministre, monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le président d'Aglopolis, mesdames, messieurs les élus, cher Jean-Noël Jeanneney, président du conseil scientifique, cher Francis Chevrier, directeur du festival, cher Pascal Horry, président du jury de la bande dessinée historique, et j'en passe. Bien. Alors, parmi une liste importante de candidats, c'est-à-dire d'ouvrages sélectionnés, c'est-à-dire des ouvrages plus particulièrement d'histoire contemporaine, puisque le prix Augustin Thierry récompense des ouvrages, un ouvrage chaque année d'histoire contemporaine, eh bien, celui qui est sorti parmi tous les ouvrages est celui de Camille Fauroux, intitulé « Produire la guerre, produire le genre », qui est un livre qui est en fait issu d'une thèse de doctorat, d'une brillante thèse de doctorat de 2016, dirigée par Laura Downs. C'est un sujet que nous avons trouvé neuf, et il l'était, inédit. Alors, je suis un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et je peux vous dire que c'est un sujet inédit et neuf, et très neuf même, et nous sommes admiratifs de cette recherche originale. Tout le jury a noté cette originalité. Vous exhumez la mémoire et l'histoire de ces Françaises travailleuses, volontaires, en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez tiré le meilleur des sources qui étaient à votre disposition, pas toutes faciles à trouver et à rassembler, à recouper. Vous avez ainsi pu raconter, retrouver, retracer, poser des questions aussi qui font sens en histoire, des questions sur la vie quotidienne de ces Françaises dans l'industrie allemande. Vous avez aussi essayé de reconstituer les sexualités de ces femmes françaises en Allemagne. Encore plus original, me semble-t-il, c'est l'étude des modalités du retour de ces femmes en France en 1945, où l'État, la 4e République, a construit le mythe d'une France entièrement résistante, vous le savez, et l'État a choisi de ne pas poursuivre les travailleurs, travailleuses, volontaires, civils, devant la justice. En évitant le procès, l'État a laissé à ces femmes, je vous cite, la possibilité de se faire oublier. Nous voudrions vous féliciter en vous appelant et en vous remettant le prix Augustin Thierry avec le soutien de la ville de Blois, qui est le prix de l'équipe des Rendez-vous d'Histoire, une équipe à laquelle je veux rendre hommage pour son travail et qui a trouvé le temps de lire. Alors, je vais vous remettre les prix après, mais je vais vous laisser la parole. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui le prix Augustin Thierry. Mon livre est une histoire des femmes qui fait le pari de ne pas partir des héroïnes, mais de figures plus difficiles, plus ambivalentes, pour explorer la question du travail dans la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi, comme Éric Alary l'a souligné, une enquête sur l'histoire d'un silence, le silence de ces femmes sur cet épisode de leur vie. C'est plus largement une histoire qui interroge les zones d'ombre de la mémoire nationale, qui interroge ces silences collectifs aussi, pour tenter de retrouver, derrière leur apparente stabilité, le mouvement des rapports de genre, le mouvement des rapports des hommes et des femmes. J'espère que, grâce à ce prix, ce livre pourra trouver son chemin vers des lecteurs et lectrices aussi nombreuses et nombreux que possible et contribuer ainsi à une réflexion sur le passé de la France, sur le passé de l'Allemagne, mais aussi sur l'écriture de l'histoire. Je tiens à remercier vivement toute l'équipe des Rendez-vous de l'Histoire et son président Éric Alary pour ce prix. Mes remerciements vont aussi aux institutions qui ont soutenu financièrement ma thèse puis sa publication, l'Institut Émilie du Châtelet pour les recherches sur le genre, le GIS Genre et le Centre de recherche historique de l'EHESS. C'est aussi le moment d'exprimer toute ma gratitude pour ma directrice de thèse, Laura Downs, qui m'a soutenue depuis le début, me répétant sans cesse, elle est américaine, « You're gonna write a book ». C'est finalement ce qui s'est passé. Enfin, je voudrais remercier très chaleureusement toute l'équipe des éditions de l'EHESS pour leur travail formidable. Bravo.
Alors justement, on va vous remettre un diplôme au nom du Centre européen de promotion de l'histoire, un diplôme également pour votre éditeur, les éditions de l'HESS, et puis une petite image pour vous. Faites-en bon usage et bravo à vous. Maintenant, j'aimerais appeler mon cher Jean-Noël Jeanneney, non pas à la barre, mais au micro. Pour celui qui vous parle, il y a une foultitude de moments agréables en face de vous tous. Mais je dois dire que je chéris spécialement celui-ci. Et que parmi toutes les occasions qui m'ont été données d'accueillir un président, celle-ci est encore plus précieuse, puisqu'il s'agit, Madame la Présidente, où êtes-vous d'ailleurs? Ah, oui, je vais quand même m'adresser à vous très directement, parmi cette foule nombreuse, puisque vous êtes, Madame, chère Florence Aubenas, vous êtes d'ores et déjà, vous ne le répéterez pas s'il vous plaît, notre préféré parmi tous les présidents. Que vous ayez accepté avec une telle spontanéité de nous rejoindre pour surplomber notre rencontre, nos rencontres, cela nous a fait chaud au cœur, et vous comprendrez aisément pourquoi, mesdames et messieurs, puisqu'il s'agit de Florence Aubenas, et que nous savons tous quelle place éminente elle a parmi le monde des journalistes et au-delà. Vous avez suivi une carrière à l'origine assez classique pour les gens de presse, centre de journalisme, vous avez été au Nouvel Observateur, vous avez été longtemps à Libération, vous êtes maintenant, vous le savez, nous le savons, vous le savez aussi, nous le savons, vous êtes aujourd'hui grand reporter au Monde et nous sommes tous très gourmands de tout ce que vous faites. Vous avez acquis à un moment donné une notoriété spécifique à l'occasion d'une turbulence sur laquelle je ne reviendrai pas et dont vous seriez, j'imagine, assez aisément dispensé. Mais l'essentiel, c'est vous, chère Florence, et votre œuvre que nous accueillons. Vous avez en particulier connu un magnifique succès avec le quai de Ouistreham. Vous avez fait pratique de journalisme d'immersion, comme on dit quelquefois. C'est-à-dire qu'au lieu de vous demander, ce qui est très honorable, à l'infini, quelle sous-partie va finalement accepter que tel ou tel personnage à Paris puisse se rallier à tel autre au service de telle ou telle décision démocratique ou telle, vous avez pensé qu'il pouvait être utile pour votre public, utile et précieux en vérité, d'aller retrouver en profondeur des réalités humaines qui sont trop souvent négligées. Une formule trop fréquemment utilisée parce qu'elle est devenue banale, c'est en dessous des radars. Vous avez en particulier choisi d'aller sur un ferry rejoindre un groupe de femmes de ménage payées en dessous du SMIC que vous avez observé, approché, avec qui d'ailleurs vous avez fait amitié. Je crois que vous n'avez pas perdu le contact avec eux. Et je n'ai pas été surpris que ce livre magnifique que vous avez fait soit aujourd'hui un tel succès et soit lu et continue d'être lu avec autant d'attention et de gratitude pour celle qui en a eu l'idée et qui nous permet de parler d'autre chose. Plus récemment, vous avez fait un livre que je recommande, qui est sûrement dans les derniers moments du Salon du Livre accessible, L'inconnu de la Poste. Là aussi, c'est un genre voisin, mais pas tout à fait. Vous êtes allé faire une enquête dans une réalité de faits divers à laquelle vous avez donné tous les charmes, tous les attraits, je préfère dire tous les attraits d'un roman policier. Vous nous faites, y compris d'ailleurs l'incertitude finale. Donc, lisez le livre, mais vous garderez vous aussi une incertitude finale dont vous pourrez remplir par votre imagination, votre intérêt et votre gratitude pour l'auteur. Vous avez, dans plusieurs déclarations, eu la bonté de dire que vous étiez un peu intimidé par le fait d'avoir osé venir parmi nous. Mais croyez bien que c'est plutôt le contraire dont il s'agit. Puisque, comme vous l'avez dit, nous pensons qu'entre le journalisme et l'histoire, le bon journalisme et la bonne histoire, il n'y a pas de véritable solution de continuité. D'autant moins que nous appartenons à une génération d'historiens qui avons pris le goût, entre autres curiosités, de braquer l'attention sur des faits bien déterminés, bien définis, apparemment limités, et d'en extraire tout ce qu'ils peuvent avoir à nous dire sur ce qui les dépasse et sur des forces profondes qui se sont venues exprimer par la conjoncture
sur laquelle nous nous attardons. Et vous le démontrez encore mieux, en tout cas aussi bien que beaucoup d'historiens le font. Et cela nous donne vraiment, si nous ne l'avions pas eu auparavant, le goût de vous dire que vous êtes digne d'entrer dans notre corporation. Et je ne le dis pas en latin parce qu'il paraît qu'il ne faut plus... Bon, mais vous voyez ce que je veux dire. En vérité, nous sommes très fiers et heureux de vous voir ici et que vous ayez accepté de présider cette rencontre. Nous garderons de votre présence, ce souvenir étant complété par les nombreuses visites que vous continuerez à nous faire, un souvenir en vérité lumineux. Je me réjouis que vous puissiez converser avec Pascal Horry de l'Académie française. Bonne occasion de le féliciter, on était tellement contents. Ah oui, merci pour ces applaudissements, parce que Clio était vraiment contente que Pascal entre sous la coupole, ou entre bientôt sous la coupole. Il paraît qu'il y a un certain nombre de gens en attente à cause du Covid, parce que beaucoup sont morts. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est une donnée dont j'ai pris conscience et connaissance tout à l'heure, donc je voulais vous en faire tous profiter. En vérité, cher Pascal, nous attendons votre dialogue avec un grand appétit, une grande curiosité, une infinie sympathie et beaucoup d'amitié. À vous la parole. Merci Jean-Noël, merci Monsieur le Président et merci Florence d'avoir accepté de présider, ce qui n'allait pas sans la nécessité d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière heure, sous la forme non d'une conférence mais d'un entretien, et on s'en réjouit l'un et l'autre. On parlait d'intimidation, là je suis quand même assez intimidé bien sûr, mais en même temps Florence, on a déjà eu l'occasion de dialoguer plusieurs reprises, dont tout simplement au rendez-vous de l'histoire il y a quelques années, pour celles et ceux qui s'en rappellent. C'était dans le cadre de ce qu'on appelle les débats de la SCAM, c'était à propos de la Syrie, avec un grand historien qui est un des piliers des rendez-vous, qui est Maurice Sartre, et vous-même comme journaliste, puisque l'idée c'était de confronter le regard de l'historien, de l'historienne, avec le regard de la journaliste ou du journaliste. Et c'est peut-être d'une certaine façon un des éléments de notre entretien, explicite ou implicite. Bon, le fil rouge, ce sera le rapport à la thématique de cette année, le travail. Mais le travail, vous l'avez vu depuis plusieurs jours, se décline de multiples façons. Je propose qu'on puisse, Florence, envisager successivement le travail du ou de la journaliste, mais qui n'est pas que journaliste, puisqu'on a déjà introduit le terme de grand reporter, voire d'écrivain, d'écrivaine, etc. Et puis, évidemment, de terminer, ou en tous les cas, avant de conclure, de consacrer un temps important au quai de Ouistreham, parce que le rapport au travail, là, devient non seulement votre travail de journaliste, mais le travail de ces femmes, hommes et femmes, et principalement de ces femmes, avec lesquelles vous avez travaillé. Voilà, tout simplement, pour votre travail. Ça commence à se compliquer, bon, évidemment. Alors, Florence, il y a un mot quand on parle d'une biographie, surtout sous l'angle, disons, professionnel, parce qu'il y a travail, il y a métier. On va parler d'un métier, quoi. Métier d'historien, comme disait Marc Bloch. Il y a une formule dont il faut toujours se méfier, parce qu'on finit par oublier qu'elle a une origine religieuse, c'est celle de vocation. On a eu une vocation, mais ça nous vient quand même d'une longue tradition cléricale, je dirais, la vocation. Bon, pour simplifier, à quel moment vous avez pu vous dire, mais finalement, journaliste, ça pourrait être ma vocation? Bonjour à tout le monde d'abord. Et en fait, je me le suis dit assez tard, et j'aime le raconter parce que ça console les jeunes gens à qui on demande le dimanche midi devant le roast-beef qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et j'ai longtemps laissé cette réponse en suspens. Je n'avais pas de vocation pendant très longtemps. Et donc j'ai fait des études de lettres par goût, par plaisir. Et à un moment, je me suis dit, mais ça ne me conduira pas à une profession. J'avais peu de goût pour l'enseignement. Et donc je me suis inscrite à tous les concours possibles avec une licence, qui était mon cas. Et le premier que j'ai réussi était le CFJ, mais il y en avait de multiples autres. Et je me suis retrouvée de faire des études de journaliste presque par hasard pour, j'allais dire, calmer mon père, mais c'est un peu ça. Ah, ouais. Le docteur Freud est déjà introduit. Voilà, là, est déjà parmi nous. Et donc, j'ai commencé dans la technique. Donc, j'étais secrétaire de rédaction, ce qu'on appelle, on fait les titres, les sous-titres, on relit les articles des autres.
jusqu'au moment où une de mes consoeurs attendait un enfant. Et on a dit, il faut la remplacer. Est-ce que tu veux faire 6 mois reporter? Ça, c'est la lecture genrée. Voilà, Ouais. mais elle est nécessaire. Ah bah oui. Elle est nécessaire. Et donc, j'ai un peu traîné les pieds, parce que j'avais une vie qui me plaisait. Secrétaire de rédaction, c'est un travail de nuit, donc, puisqu'on parle de travail. Et donc, ça me semblait, dans sa jeunesse, travailler la nuit, il y a quelque chose de romantique, de plaisant. Et j'aimais ça. Et donc, on m'a dit, tu la remplaces 6 mois seulement, etc. Et donc, j'ai commencé à travailler comme reporter. Et à cette époque, quand on commence comme reporter, la chose qu'on vous confie, en fait, sont les sujets que personne d'autre ne veut faire. C'est le propre du stagiaire. Et donc, ça a été mon cas. Et le premier sujet était des gens qui attendaient dans le hall du journal en disant, il nous est arrivé un scandale. On était assis sur un banc public, le banc s'est renversé et terrible tragédie, notre fils est mort. Et donc, quand j'ai escorté ces gens pour les interviewer, je voyais toute la rédaction qui riait sous cape en disant « Oh là là, quelle barbe pour elle, qu'est-ce qu'on peut tirer comme papier de cette histoire-là » Et je dois dire que moi, vous parlez de vocation, et c'est strictement le cas, j'ai littéralement vu la Vierge. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Plus jamais je ne ferai autre chose que ça. Interviewer des gens, leur demander de raconter leur vie. Et voilà. Et donc, quand ma consoeur est rentrée après son congé maternité, vous pensez bien que le débat a été genré aussi. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là, c'est vraiment chemin faisant, et pas du tout à 11 ans, je rêvais d'être Tintin. Alors, on va remonter le film un tout petit peu, parce que vous avez évoqué, à titre d'exemple, le CFJ, le Centre de formation des journalistes. Alors, pour un historien, c'est très intéressant, parce que le CFJ, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est d'abord l'une des plus anciennes, c'est quasiment la plus ancienne école de journalisme, au sens large du mot journalisme, française, mais elle est directement issue, elle est née en 1946, de la Résistance, via un certain Philippe Vianney. Pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'école des Glénans, c'est aussi le fondateur des Glénans, et il y a un lien. Tout ça, c'est lié à une réflexion sur la société française. Et le CFJ, dans lequel vous êtes entré plus tard qu'en 1946, Florence, c'était encore une école qui était à cette époque-là porteuse du grand projet de la Résistance, à savoir en matière de presse. Alors, répudions la presse d'avant-guerre, corrompue, soumise à toutes sortes d'influences. D'ailleurs, il y a eu des ordonnances spécifiques. Celles et ceux qui sont liés au journalisme le savent. Vous avez dû vous l'apprendre au CFJ. Et il s'agit de lutter contre les puissances de l'argent, la détermination par rapport aux idéologies politiques et la professionnalisation. Alors, quand vous êtes entré au CFJ, ça se sentait encore un peu cet esprit-là ou pas? Oui, quand je suis entrée au CFJ, on nous racontait cette naissance, en fait. Et se plongeant en effet dans l'histoire, donc la première chose qu'on nous racontait, c'était de nous dire, voilà, la profession la plus fusillée après-guerre était celle des journalistes, parce que c'était ceux qui avaient le plus, en tout cas le plus évidemment collaboré, le plus, voilà, publiquement, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc c'était une profession qui était laminée après-guerre. Plus de 90% des journaux ont fermé après la guerre, parce que tous étaient dans la collaboration. Donc on disait, voilà, et vous êtes, vous, héritier de cette nouvelle profession qui était journaliste d'après-guerre, etc. Donc on nous le mettait vraiment dans la tête, et il y avait ce flambeau qu'on nous passait. Et tant et si bien qu'on disait, voilà, c'est une école au terme de laquelle vous allez être, alors on disait placé, c'est-à-dire que vous allez, toi tu vas travailler à tel endroit, donc on était une petite trentaine, et les 30 avaient un boulot après le CFJ, donc on ne disait pas, bon ben ça y est, bonne route, et puis débrouillez-vous pour trouver une place. Et ça, c'était vraiment très important. Aujourd'hui, ce que sont devenues les écoles de journalistes vont vous expliquer aussi ce qu'est devenue la presse, et c'est une évolution extrêmement importante. C'est-à-dire qu'à l'époque où moi je fais ces études, il y a 2 écoles de journalisme, c'est-à-dire qu'il y a environ entre 60 et 80 personnes qui sortent tous les ans avec un diplôme de journalisme et qui se placent sur le marché. Aujourd'hui, il y en a à peu près 400, entre 400 et 500. Et vous vous en doutez, il n'y a pas 400 ou 500 places. Donc c'est des écoles qui forment affreusement à envisager pas le chômage, mais en tout cas pas des professions de journalistes. Et ce qui a conduit à faire des formations qui ne sont pas seulement des formations de journalistes. Donc
la plupart ont dit, bon, ben, vous allez rentrer dans cette école, vous allez apprendre le journalisme, mais aussi en même temps, et peut-être la communication, ce qui pour moi sont deux sciences absolument antagonistes, et je ne dis pas qu'on est ennemis, mais en tout cas, on n'est pas du même côté. Et donc, le changement de ces écoles, la multiplication de ces écoles, a vraiment conduit à une formation de journaliste qui donne un autre sens au métier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui passent de l'un à l'autre sans faire tellement attention, et ça change beaucoup les informations que vous recevez chez vous et l'éthique du journalisme en réalité. Si on en a le temps, on terminera sans doute sur quelques perspectives qui seraient les vôtres, tout à fait personnelles, n'engageant que vous, sur l'avenir du journalisme et plus généralement des médias. Mais restons dans les années 80, disons. Vous l'avez mentionné, vous avez été secrétaire de rédaction et vous avez vu la Vierge ensuite. Mais secrétaire de rédaction, je pense que ça a été assez formateur. Oui, bien sûr. Parce que le public ne sait pas ce que c'est qu'un secrétaire de rédaction. Un secrétaire de rédaction est quelqu'un qui réceptionne la copie, les articles des autres journalistes, les relit, rajoute ce qui manque. En général, c'est la date et l'heure, enfin ce genre de choses quand même qui peuvent servir. Et voilà, on fait les titres, etc. C'est un métier technique que j'aimais beaucoup, à vrai dire, qui est vraiment fondamental et qui aujourd'hui est en voie de disparition avec la presse Internet. Donc, quand vous lisez Le Monde journal, c'est-à-dire que le journal soit sous forme sur votre écran ou entre vos mains en papier, il y a à peu près 6 relectures. Quand vous lisez le site, donc les papiers ne paraissant que sur le site, il n'y a aucune relecture. Donc c'est vraiment deux façons de faire très différentes. Y compris la relecture de correction. Y compris la correction. C'est l'ordinateur qui le fait. La dictée avec voilà. le grand chef correcteur du Monde hier, Collignon, bref. Oui, alors, le terme de grand reporter s'invite dans la discussion. Vous vous reconnaissez dans ce terme et au fond, vous trouvez une spécificité aux grands reporters. D'ailleurs, il y a des grands reporters, des petits reporters ou... Non, il y a des reporters et des grands reporters. Oui. C'est tout bêtement une échelle syndicale. On est là dans un collection de travail et c'est tout simplement grand reporter, c'est comme sous-chef et chef, c'est un petit peu plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est le prisme du reportage est vraiment celui où on travaille sur le terrain. Et l'évolution de la profession qui est la mienne, alors vous allez vous en rendre compte, j'adore la critiquer parce que je l'aime beaucoup. Et donc je pense qu'il faut être les premiers à critiquer ce qu'on chérit. Et donc c'est vrai que quand j'ai commencé à être grand reporter, la première mission que j'ai eue était au Rwanda. Et donc on partait, et la commission de la carte de presse, qui est celle qui attribue la carte de presse aux journalistes, nous donnait un petit kit du reporter. Alors, le petit kit du reporter, c'était quoi? C'était la carte de presse un peu plus plastifiée que l'autre. C'était un petit brassard avec écrit presse. C'était une casquette presse. C'était un macaron à mettre sur la portière de la voiture, presse. Le pare-soleil, presse. Et une affiche qu'on placardait effectivement aussi sur les vitres des voitures dans lesquelles on circulait, qui était « Voiture de presse, pas d'armes à bord ». Et donc, on circulait avec ça. Et je me souviens notamment avoir circulé au Rwanda, en Afrique, dans beaucoup de pays violents. Et quand on dit, je me revois avec des frissons, disant à des soldats extrêmement avinés, non, vous ne montez pas dans ma voiture, monsieur, ici, pas d'armes dans cette voiture, etc. Et de fait, se dire journaliste, afficher une carte de presse, était un bouclier. C'est-à-dire qu'on était réellement vu comme quelqu'un qui n'est pas partie prenante du conflit. On était vu comme quelqu'un en dehors, je ne dis pas la Croix-Rouge, mais enfin, quelqu'un qu'on ne supposait pas être engagé d'un côté ou de l'autre. Et aujourd'hui, donner ces mêmes macarons, mettre ce même brassard, vous désignerez comme une cible. C'est-à-dire ce n'est plus une protection, c'est vous désigner comme la personne à abattre. Et il y a vraiment eu une évolution du métier qui est celle-là. C'est-à-dire que d'un métier à part, journaliste, c'est devenu le métier au cœur de la contestation autour de nous. Et cette évolution, elle a d'abord eu lieu à l'étranger, et aujourd'hui en France, vous vous en rendez compte, la profession a vraiment perdu beaucoup de sa crédibilité et de son prestige. Dans toutes vos réponses depuis le début, on sent bien que vous projetez sur la situation actuelle, et
c'est indispensable parce que nous parlons d'une certaine conjoncture. Nous parlons, puisque vous citez Internet, d'un journalisme qui est avant Internet, pour simplifier. Ça a été vertigineux, en fait, tout ce qui s'est passé. Alors, dit-on d'ailleurs grand de reporter? Je ne sais pas ce qu'on pense. Bon, bref, vous êtes grand reporter, grande reporter sur tous les terrains, parce que c'est quand même assez impressionnant. Je pense que vous avez des confrères qui sont beaucoup plus spécialisés. On parlait de la guerre, le correspondant de guerre, même si c'est une formule qui s'atténue considérablement, mais enfin, c'était une figure, d'ailleurs romanesque, voire éprouvante. Enfin, bon, l'addiction pour la guerre est bien connue chez le correspondant de guerre, mais vous n'avez pas été que ça, vous avez mentionné cette dimension-là, mais vous êtes présente dans les faits de société, au sens le plus large. Je ne dis pas que vous vous intéressez à la question du gluten dans les sociétés contemporaines, mais en revanche, bon, c'est vrai qu'on va parler bien sûr du quai de Ouistreham, mais la justice, bon, par exemple, l'affaire Outreau. Le fait divers, puisqu'on vient de mentionner effectivement l'inconnu de la Poste, c'est au départ un fait divers, mais la manière, Florence Aubenas, c'est tout de suite une plongée dans la société. Je dirais que c'est aussi d'ailleurs la grande manière des romanciers, des grands romanciers du policier. On va y revenir. D'une certaine façon, je me suis demandé, parce que ça n'a pas été évoqué, mais vous êtes né, vous avez grandi en Belgique, on a parlé du CFJ, donc Paris, et j'avais noté dans un des entretiens que vous avez accordé que cette assez jolie phrase disant que vous dites « J'ai gardé la curiosité de quelqu'un qui n'est pas d'ici ». Est-ce que ça pourrait unifier votre métier de grand reporter? En tous les cas, vous n'êtes pas complètement d'ici. C'est vrai que je suis de nationalité française. Mes parents étaient français. Mon père a travaillé en Belgique voilà, parce qu'il a trouvé du boulot là-bas. En fait, ma mère y habite toujours. Elle s'est remariée avec un Belge. Donc, j'ai des attaches en Belgique. J'adore y retourner. J'y ai vécu jusqu'à 18 ans, jusqu'au bac. Et c'est vrai qu'ensuite, je suis allée en France et c'était pour moi le moyen de quitter ma famille comme on aime le faire à ces âges-là. Mais arrivé en France, moi, j'avais l'impression que les deux pays étaient assez poreux, en fait, que la frontière se traversait facilement, c'est voisins, c'est la même langue, etc. Et en fait, très vite, on se rend compte que c'est ça, mais pas tout à fait. Alors déjà, parce que vous venez de Belgique, donc vous êtes un objet de blague permanent. Donc, c'est déjà ça. Et il y avait une méconnaissance absolue de ce qu'était la Belgique. Je me souviens, le premier jour où je suis arrivée, j'étais en Cagne, à vrai dire, et mon voisin de banc me dit « Est-ce qu'en Belgique, il y a la religion catholique ?» Donc, d'un coup, je me suis dit « C'est beaucoup plus loin que je viens de beaucoup plus loin que ce que je pense. » Et donc, alors j'ai dit « Oui, on mange aussi avec des fourchettes, enfin... » Et donc, c'est vrai que ça m'a conduit à avoir toujours ce petit décalage, ce regard sur la France qui est un peu différent. Et cette envie d'en comprendre un peu plus. C'est vrai qu'il y a par exemple des noms de villes que je n'avais vus qu'écrits dans Flaubert. Je pense à la ville de Caen, justement, où j'étais, pour faire le quai de Ouistreham, et que je prononçais bêtement Caen, ne sachant pas comment ça se disait. Et donc, il y a toutes ces petites choses qui, en fait, me permettent aujourd'hui... Enfin, je suis toujours très curieuse de venir à Blois, par exemple, parce que c'est tout à fait chez moi, mais pas tout à fait quand même. Et ce petit décalage, j'ai toujours l'impression d'être envoyée spéciale en France. Vous n'avez pas été tenté, peut-être que ça m'a échappé, d'ailleurs, de faire vraiment une grande enquête sur la Belgique, après tout? J'en ai fait un peu, mais pas tellement. Oui. Ça serait peut-être, oui, c'est vrai. C'était surtout très intéressant au moment où il y avait cette tentation de la partition, qui est tentation qui a fait long feu aujourd'hui, mais qui... Vous pensez qu'elle a fait long feu? Oui. Ah bon. Oui, je pense que enfin, j'en sais rien. Oui. Je suis une pronostiqueuse épouvantable. Personne n'en sait rien ici. Ne me demandez pas qui va gagner la présidentielle ou ces choses-là, parce que vous pouvez être sûr que ce sera l'inverse. Donc, non, mais je pense que oui, que l'éclatement de certains pays, notamment à l'Est, etc., et l'évolution de ces pays qui ont éclaté, ont quand même donné une lecture particulière à ce que peut être un pays qui se sépare. Très bien. Vous pensez que les citoyens sont des acteurs rationnels? C'est très, très rassurant. Non, mais parfois, oui, c'est étonnant. Voilà. Alors, à titre d'exemple, on va survoler, hein, bien sûr, mais en même temps, ça donnera envie à celles et ceux qui n'ont pas encore lu tous vos livres de les lire tous. Prenons le rapport à la justice
et à travers quelque chose qui remonte, diraient mes enfants, à une vingtaine d'années, l'affaire d'Outreau. D'une certaine façon, je ne vais pas rentrer dans le détail ni de l'affaire où il est question quand même effectivement de dénonciation d'enfants sur des maltraitances, sur des viols, etc. Mais plutôt du regard que vous avez eu, si j'ai bien compris, c'était un regard sur un procès, d'ailleurs plus que sur l'affaire. Vous êtes arrivé en cours d'affaires et vous avez d'une certaine façon jugé les juges. Enfin, vous avez jugé un procès. Vous avez vu que le procès fonctionnait d'une certaine façon. Et vous, en tant que grand porteur, vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui clochait, non ? Oui, alors c'est assez simple. Le procès d'Outreau, donc pour aller très vite, c'est une situation d'inceste familial dans laquelle un couple abuse de ses 4 enfants. Et ces 4 enfants se mettent à dénoncer beaucoup de personnes dans l'immeuble. Et dans le box des accusés se trouvent 13 personnes, 13 voisins, voisines et 4 parents. Les 13 voisins, voisines se disent tous innocents. Et le procès démarre. Et quand j'arrive là, alors première chose, je travaillais à Libération à l'époque, on dit voilà, c'est un procès d'inceste et de pédophilie qui se tiendra à Saint-Omer pendant plus d'1 mois. Alors tous mes collègues baissent la tête en disant je peux pas, j'ai justement l'anniversaire de ma grand-mère, je peux pas rester 1 mois à Saint-Omer, etc., etc. Et donc je me dévoue. Mais je dois dire, moi j'aime ça, j'aime le journalisme comme engagement, comme aventure, comme voilà, de passer du temps quelque part, d'aller planter une tente à Saint-Omer ou en Syrie, peu importe. C'est ça qui me plaît dans ce métier. Donc j'y vais sans traîner les pieds. Et ce qu'on nous a dit, ce qu'on sait de cette histoire, ce sont des monstres. Il y a eu des viols, il y a des curés, il y a des huissiers, il y a des bergers allemands, il y a des vaches qui violent les enfants. C'est terrible, mais c'était vraiment ça. Et donc on est à Saint-Omer, une ville qui est ravissante. Et le fourgon des accusés arrivait le matin assez tôt pour les conduire devant la cour. Et les familles faisaient rentrer les enfants pour ne pas « cachez-vous, voilà les monstres qui arrivent », etc. Donc il y avait une ambiance vraiment dramatique autour de cette affaire. Et petit à petit, plus le procès, chose que je pensais moi aussi, plus le procès se déroule, plus on se rend compte que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est globalement la situation est une famille vend ses enfants aux voisins, mais on ne voit aucune trace d'échange d'argent, on ne voit aucune trace de rendez-vous pris sur des portables, des téléphones portables. Rien de matériel n'ancre cette situation. Et donc c'est petit à petit on se dit c'est pas possible. Il y en a un, on dit voilà il était là, il nous a violés, c'était tel jour, le jour de la fête des mères. Le jour de la fête des mères, la personne en question disputait un tournoi de golf. Donc rien ne colle. Et petit à petit, on se rend compte que, en tout cas pour ces 13 personnes-là, l'inceste familial est avéré. Mais pour ces 13 personnes-là, ça ne colle pas, ça n'est pas possible. Et on voit petit à petit une affaire terrible d'ogres, de monstres, se détricoter sous nos yeux. Et c'est un moment incroyable. Et ce que ça met en jeu dans la profession de journaliste est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que j'étais avec mon confrère du Figaro, Stéphane Durand-Soufflant, et comparait un jour le curé, dont on dit, voilà, alors lui était au centre de tout ça, c'est terrible, évidemment, le catéchisme, etc. Et Stéphane appelle sa rédaction, donc le Figaro, en disant, ça y est, il y a un curé, une ordure, je vous envoie, alors nous on parle en feuillet, ça veut dire une page entière, je vous envoie de quoi faire une page entière, vous allez voir, je vais l'assaisonner, etc. Au Figaro, oui, tu as raison, il ne faut pas qu'on ait l'air d'être copains avec le clergé, vas-y. Alors tout le monde arrive, les dents déjà plantées dans sa soutane. Le type arrive et petit à petit, il est interrogé et ça n'est tout simplement pas possible. C'est-à-dire, c'est un tout petit immeuble avec 3 étages, pas d'ascenseur, juste un escalier. Et dans cet appartement est censé se tenir des orgies avec des cars de personnes arrivant d'Angleterre. Donc on se rend compte qu'aucun car n'a pu se garer là, aucune personne n'a monté cet escalier, aucun voisin n'a été témoin de va-et-vient. Enfin, ça n'est pas possible. Et Stéphane a fait cette chose incroyable qui est à un moment de renoncer à sa propre cohérence, à dire « je me suis trompé ». Donc à 3 heures de distance, ce curé est innocent et ce que je vais vous envoyer, c'est l'inverse de ce que je vous ai annoncé. Et c'est une chose très difficile comme journaliste. C'est-à-dire très souvent, on s'enferre dans bah, « je vous l'avais dit, mais il n'est pas, mais on ne sait pas », etc. Et renoncer à ce qu'on a annoncé, renoncer à ses pronostics, renoncer à ce qu'on a défendu et pensé,
Et il faut savoir le faire. Il y a d'autres journalistes qui l'ont fait, par exemple pour la guerre du Vietnam. Je pense à Todd qui a tout à coup dit finalement la guerre du Vietnam, des deux côtés il y a eu des exactions, des deux côtés il y a eu ça, il n'y avait pas une situation aussi transparente manichéenne. Que ça. Exactement. Et ça c'est une chose qui est très compliquée en général dans la vie, mais comme journaliste, d'autant que vous avez sous les yeux ce que vous avez écrit la veille. Alors, vous êtes journaliste, mais du coup, pour se limiter encore pendant 2 minutes à la question de la justice au sens large, ça vous a amené à aller un petit peu plus loin, puisqu'il fut un temps, je crois que c'était pendant 3 ans quand même, où vous avez été, je crois, présidente de l'Observatoire international des prisons. Comment est-ce que ça a pu vous arriver, ça? Alors, on m'a proposé donc cette présidence, et c'est vrai que je trouve que comme journaliste, quand on voyage beaucoup, on évalue souvent un régime politique à ses marges, c'est-à-dire comment sont traités les prisonniers, comment sont traités les minorités, comment sont traitées les populations fragiles, pour aller vite, dans tel ou tel pays. Et quand on a ces marqueurs-là en tête, on arrive assez bien à se rendre compte de comment marche un pays. Et c'est vrai qu'en France, on est un pays où on a l'impression que tout marche bien, ou en tout cas qu'on est une belle démocratie. Et quand on regarde la façon dont fonctionnent les prisons, on commence à avoir des petits doutes. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, me tenait à cœur, parce qu'il est politiquement très peu défendable. Donc les hommes politiques n'aiment pas en parler, on se serre la main sur les marchés, et on n'aime pas dire que la situation dans les prisons ne marche pas, ou les électeurs leur envoient souvent l'idée que, regardez, ils ont la prison et nos impôts payent ceci et cela, etc. Et donc ça me semblait une cause importante à défendre. Et donc je l'ai assumé avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai appris énormément de choses. C'est une association qui s'occupe non pas de faire la lecture aux prisonniers ou des choses comme ça, encore que c'est tout aussi utile, mais à défendre les droits des prisonniers. C'est-à-dire ils restent malgré tout citoyens. Et cette organisation vise à ça. Alors, l'affaire d'Outreau, c'est un fait divers. Bon, l'inconnu de la Poste, vous voyez que je ne suis volontairement pas l'ordre chronologique, mais l'ordre chronologique, je n'apprends rien à personne, c'est pas l'histoire. Donc voilà, l'histoire c'est ailleurs que là où se situe la chronologie. L'inconnu de la Poste, au départ, c'est un fait divers, mais c'est quand même autre chose pour vous qu'un fait divers. Oui, c'est-à-dire que quand je lis moi-même des faits divers, je suis une grande lectrice de faits divers, ce qui m'a toujours frappé, c'est que l'horreur d'un crime ou la violence d'un crime efface tout le reste autour. C'est-à-dire qu'un crime se produirait, ou semble souvent se produire, hors sol. C'est-à-dire que vous prenez une affaire très forte, là, je dis n'importe quoi, l'affaire Jubilard, par exemple, tout le monde ici la connaît sans doute. Peut-être rappeler ce que c'est. Oui, c'est un mari suspecté d'avoir fait disparaître sa femme, de l'avoir tuée, grosso modo. Il est évidemment présumé innocent. Et où ça se passe, dans quelle région, quelle est cette région, quelle est l'importance de la région sur ce crime ou potentiel, c'est une chose qui est souvent gommée, enfin, je veux dire, qui justement disparaît sous la violence des choses. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était au contraire de faire apparaître la région. C'est-à-dire de dire, un fait divers, ça ne se produit pas n'importe où, de n'importe quelle façon. Cette histoire-là en particulier se passe dans un petit village, un village français de l'Ain, et qui se trouve dans la Plastic Valley. Et dans la Plastic Valley, on est là au cœur du travail, puisque c'est une région très rurale, une région de montagne qui a longtemps été avec des agriculteurs et des fermes assez pauvres, parce que c'est une région montagneuse, sapins, lacs, etc. Et qui, tout à coup, dans l'immédiate après-guerre, s'est entichée de plastique. Et donc se sont construites toutes les usines de plastique. Ça reste la première vallée industrielle de France, on le sait peu. Et tout à coup, tous ces paysans se sont lancés dans le plastique avec ferveur. Et un des élus locaux me disait, quelque part ailleurs, ils ont eu la ruée vers l'or. Nous, on a eu la ruée vers le plastique. Il y a vraiment eu cette espèce d'appétit, ce côté Far West, où tout à coup, on a vendu les vaches et on a mis dans les tables à la place 3 presses à injecter. Et ils ont travaillé comme des fous et ils ont créé cette industrie là-bas. Et donc, vous l'avez compris,
la valeur principale, le dénominateur de cette vallée, c'est le travail. C'est-à-dire on se définit pour ça et travailler beaucoup, vraiment en faire plus, travailler sans cesse, etc. C'est vraiment le leitmotiv de cette région. Et c'est une région assez préservée, assez à l'écart. Il y a peu de violence, pas de crime ou très peu. Un peu de drogue parce que c'est sur la route entre Lyon et Genève, donc c'est un peu un circuit. Enfin, globalement, on est là, on bosse. C'est devenu très ouvrier, mais on y vit toujours comme à la campagne. C'est-à-dire que dès qu'on a une minute, on coupe le bois, on plante des carottes. Donc il y a ce côté ouvrier ruraux qui est très présent. Et dans ce coin-là s'installe, pour des raisons diverses, parce qu'il va un peu se mettre au vert, un jeune acteur dont le comportement est fréquent, ou en tout cas connu dans les grandes villes. Vous savez, c'est le type assis sur un banc. Il a une canette dans une main. Dans l'autre, il caresse un grand chien un peu molosse. Il a 2 copains qui mettent la musique fort derrière lui. Et voilà, et ils discutent un peu fort. Voilà, ce côté un peu marginal entre eux. À Montréal-Lacluse, ce village en question, ça tranche tout à fait. C'est la figure de l'étranger, c'est celle-là. Du marginal, c'est celle-là. Autant à Paris, quelqu'un sur un banc, ça ne choquerait personne. Autant là-bas, c'est juste pas possible. D'autant qu'il vit des minima sociaux, ce qui là-bas trace vraiment une frontière entre les gens. C'est-à-dire, il y a ceux qui travaillent et ceux qui vivent de l'argent des contribuables, etc. Vous connaissez ce discours. Et donc, il s'installe là-bas. Et quand un crime se produit, il se trouve dans une poste qui est juste en face de chez lui, il est facilement désigné comme le coupable idéal. Et cette différence, cette fracture entre différentes populations françaises, cette différence entre les gens me semblait importante et l'histoire n'était pas compréhensible si on ne rentrait pas dans cette fracture-là. Et là encore, c'est vrai que ce qui était très frappant, c'est que le travail est au centre des vies et reste cette chose qui définit chaque personne. Où il travaille. Moi, la première chose qu'on m'a demandé, c'est « Vous travaillez ?» Mais journaliste, c'est vraiment un travail, mais c'est vraiment votre travail à plein temps. Alors je dis oui, ils étaient très étonnés. Oui, alors on pourrait continuer sur la manière dont vous entrez par immersion. Quand même, il y a plusieurs formes d'immersion chez vous. Là, c'est une immersion où vous continuez à vous présenter comme journaliste. Et il y a quand même 2 grandes catégories. À vous écouter, je pense que tout le monde y a été sensible. Par exemple, quand vous dites ils vendent des vaches et puis ils installent à la place des machines dans l'ancienne étable, je suppose, à fabriquer du plastique, on voit qu'on a affaire à une écrivaine, quoi. Parce qu'on peut imaginer un auteur de roman policier qui va écrire des phrases comme ça, non? Je ne sais pas. Bon, effectivement, vous n'avez rien à répondre à ce que je dis. Ah bon. Je constate. Pardon. Non, pour moi, c'est plutôt un compliment, effectivement. Alors, on pourrait continuer. J'allais protester, oui. Oui, ne protestez pas. C'est poli. Prenez peut-être un peu d'eau si vous avez besoin. C'est bon, ça va? j'ai mon sirop. D'accord, ouais. Très bien. On pourrait continuer en abordant les terrains, puisque du fait divers, on peut glisser à la guerre. Bon. Mais en même temps, il faut quand même qu'on parle du quai de Ouistreham. Le temps passe. La guerre, peut-être que vous avez quand même quelque chose à nous dire sur le statut qu'on évoquait un peu à propos de l'addiction des correspondants de guerre. C'est un terrain comme un autre pour une journaliste comme vous? Est-ce que là, quand même, les paramètres changent? Alors, moi, je n'avais pas ni l'envie ni la vocation d'être un journaliste, ce qu'on appelle un journaliste de guerre, et ce que je suis pour partie en tout cas. Et c'est vrai que cette enfance en Belgique, avec la construction européenne, les pays qu'on voyait se rallier les uns après les autres, j'étais encore à l'école quand l'Angleterre a rallié, et j'étais à ce qu'on appelait en Belgique l'école européenne. Donc on voyait arriver physiquement des jeunes gens, des Anglais, parce que l'Union européenne s'était élargie. Et tout à coup, ça devenait une langue qu'on avait le droit d'apprendre, parce que nous, on a été élevés en allemand, si j'ose dire. Parce que l'anglais n'en faisait pas partie et on n'apprenait que les langues de l'Union européenne. Et donc, pour moi, l'Europe, c'était pas du tout une idée, c'était au contraire ces nouveaux camarades qui arrivaient d'autres pays, d'autres langues qu'on apprenait, etc. Donc, c'était quelque chose vraiment de réel. Ça n'était pas une idée, ça n'était pas ni une convention, ni une contrainte, ni ces choses-là. C'était formidable, c'était des nouvelles personnes, une école qui s'agrandissait. Et donc... Après, quand j'ai commencé à être journaliste, l'Europe de l'Est, le mur de Berlin est tombé, il y a eu cet agrandissement. Et donc, pour moi, l'avenir,
de la planète, en tout cas, était extrêmement positif. C'est-à-dire que c'était l'Europe qui s'agrandissait, le mur qui tombait, la planète qui d'une certaine manière, s'offrait à nous comme jeunes journalistes, d'abord comme lycéenne, bien sûr, ensuite comme jeunes journalistes, et qui était, ça y est, on va pouvoir aller partout, il n'y a plus de visa pour aller à l'Est. Enfin, c'était un espèce d'appétit terrible. Et en fait, j'ose à peine dire que la guerre nous a rattrapés. C'est-à-dire que je ne pensais jamais me retrouver sur une zone de conflit, parce que pour moi, la guerre était quelque chose qui allait en s'amoindrissant. Et malheureusement, ça n'a pas été exact. Et donc, je me suis retrouvée à partir. Et pour vous dire la naïveté avec laquelle j'ai affronté ça, c'est que la première fois que je suis partie, je vous le disais, c'était au Rwanda. Et ma première expérience, elle était très particulière. La première chose, c'est qu'on arrive là, évidemment, ce n'est pas quelque chose que vous apprenez à l'école. Et donc, j'arrive, moi, je me suis retrouvée là un peu par hasard. Et donc, on arrive, la frontière entre le Congo, République démocratique du Congo aujourd'hui, Zaïre à l'époque, entre le Rwanda et les deux, et ça commence à tirer, des réfugiés rentrent, etc. L'armée les encercle, ça tire dans tous les côtés. Et moi, bêtement, alors vous allez vous moquer, je me dis, je vois pas très bien pour faire mon papier, j'ai monté sur une butte. Et évidemment, vous qui avez vu le pont de la rivière Kouaï, vous savez qu'il faut se coucher par terre. Et donc, heureusement, un photographe m'a plaqué au sol. Sans ça, je ne serais sans doute pas là pour vous le raconter. Mais c'est vous dire la naïveté avec laquelle on se retrouve tout à coup dans ce genre de situation. Alors ça c'est la première des choses. Quand on arrive sur une zone de conflit, un peu, quand on s'y invite presque, avec ce que ça peut avoir de bécassine à la guerre. Et l'autre chose, c'est en fait la première rencontre avec ça, c'est donc le Rwanda. Vous connaissez la situation, 2 ethnies, l'une majoritaire, qui, à l'occasion d'un bouleversement politique, massacre l'autre pour faire un génocide, les Tutsis. Et donc, le rapport de force, c'est 80%, 20%. Presque tous les Tutsis sont mis à mort par leurs propres voisins. Et quand les Tutsis de l'extérieur, car une résistance était organisée dans les pays limitrophes, rentrent dans le pays pour venger leurs frères massacrés, tout le pays se vide. Et alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. On parle de l'exode, et je sais que certains ici en sont des spécialistes. On en parlait tout à l'heure. L'exode qu'il y a, ça n'est pas une ville où tout à coup certaines personnes s'en vont. C'est un pays entier qui se vide, mais c'est quelque chose de pas imaginable. C'est-à-dire que la capitale entière se vide et se retrouvent côte à côte les ministres, les médecins, les pauvres, les vieux, les handicapés, les femmes, les enfants. Et donc, chacun marche, et au fur et à mesure où cette foule immense traverse le pays, il y a un vent de panique, et donc les villes, tout le monde s'agglutine à cette foule. Et petit à petit, il y a plus d'1 million de personnes, est-ce que vous imaginez, qui se retrouvent sur ces collines du Rwanda à marcher et à fuir le pays. Et donc, les satellites nous disent il se passe ça. Et moi, débarquant, rose, toute fraîche de Paris, avec une petite bouteille d'eau minérale, un carnet, tout ce qu'il faut, mon badge que je vous ai décrit tout à l'heure, on dit il faut aller voir ces gens qui s'enfuient. Et donc, on monte dans une voiture et on roule vers cette foule qui fuit. Et petit à petit, je regarde les collines. Et vous savez, le Rwanda, il y a cette terre rouge très particulière qui est très volatile. Et je me dis, c'est bizarre, les collines bougent aujourd'hui. Et en fait, ces gens qui, à force de marcher, certains marchaient depuis 3 semaines, 1 mois, étaient couverts de terre et donnaient cette impression d'être une colline eux-mêmes qui avançait. Et c'était ça. Et on le voit, et notre pauvre voiture est sur la route, et on voit arriver, mais littéralement, cette marée humaine rouge, à bout de souffle, mourante, qui s'enfuit. Et là, je me dis, qu'est-ce qui va arriver ? La voiture va être submergée, qu'est-ce qui va se passer ? Donc je me dis, je sors avec mon carnet, vous êtes persuadé que c'est votre dernier moment, enfin, vous êtes piétiné, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, se découvre la première chose très particulière d'un journaliste, on fait cercle autour de vous, on vous protège. Ah oui, on va vous raconter ce qui s'est passé, les gens sont là, on a fui telle ville. Il y a une espèce de calme et de respect qui s'installe, et c'est très étonnant parce qu'on se dit, mais moi je serais dans leur cas, mais vous dites quelle est cette personne qui tout à coup est là au milieu de nous, qui n'avons plus rien,
et vous avez l'impression que vous êtes mis en pièces, et c'est l'inverse qui se passe. Tout le monde se bouscule pour témoigner. Et arrive un moment bien pire que ce moment qui est celui où vous les rencontrez, c'est celui où vous allez remonter dans votre petite voiture et les laisser continuer à marcher à bout de souffle. Et on est là avec des gens, certains, je les revois, qui s'installent au sol et qui disent continuez à marcher sans moi parce que je ne peux plus, laissez-moi mourir ici, j'étais content de faire la route avec vous. Donc c'est extrêmement poignant, extrêmement dur. Et donc on est dans cette situation. Et vous vous dites au revoir tout le monde, j'ai pris mes notes, je range mon carnet, à bientôt, et je remonte en voiture. Et là, il y a vraiment quelque chose de terrible. Et c'est vrai qu'on se dit souvent, arriver quelque part pour un journaliste, c'est très dur. C'est encore plus dur d'en repartir souvent. Et ce jour-là, c'était le cas. Et une femme se tourne vers moi en disant, moi, c'est déjà fini. Je ne sais pas si j'arriverai au bout de ce chemin. Prenez mon enfant. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pas le travail d'un journaliste, je ne suis pas une ONG, je ne suis pas une famille d'accueil. Comment réagir? Et je prends cet enfant, évidemment, immédiatement, 10, 20, 100 bras se tendent avec autant d'enfants. Et donc, j'ai rempli la voiture des enfants que j'ai pu. Je leur ai dit, bien sûr, vous les retrouverez. Il y a beaucoup d'églises au Rwanda, à l'église juste de l'autre côté de la frontière, où je déposerai ces enfants, bien sûr. Mais ça m'a appris une chose, c'est que bien au-delà d'une situation difficile où nous, journalistes, serions en péril, c'est à ça qu'on est confronté, c'est-à-dire c'est à l'extrême détresse des personnes. Et comment vous faites, vous, journalistes, pour recueillir ces paroles-là? C'est-à-dire, c'est pas tout d'aller raconter des grands mouvements géopolitiques ou des renversements de gouvernement. C'est cette souffrance-là qu'on a, et c'est ce à quoi on est confronté. Pour le reste, pour dire attention, j'ai peur pour moi, c'est difficile, etc. J'allais dire c'est notre choix. Eux, c'est pas leur choix. Et le plus difficile en zone de conflit, c'est vraiment ces situations-là. C'est qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui court et qui a tout perdu? Qu'est-ce que vous faites face à ces gens-là? Et c'est trouver les mots et leur dire écoutez, moi, je suis là pour une interview. Attendez, là, il faut que j'y aille parce qu'il faut que j'aille envoyer mon papier. Et vous êtes là sur deux temps, le temps de travail qui est le mien et qui est réellement important parce que si les papiers ne sont pas là, vous ne savez pas, et c'est notre travail de révéler ce qui est en train de se passer. Mais il y a là quelque chose d'extrêmement difficile, injuste, avec les moyens qui sont les nôtres. Je me souviens d'une autre histoire au Kosovo, où de la même façon, donc au Kosovo, on est 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, et c'est ce pays où, à l'occasion de l'éclatement dans les Balkans, les Serbes qui avaient une position dominante sont chassés, et restent les Albanais. Et donc on est là dans des villes vides où les Albanais qui s'étaient cachés dans les caves ressortent brusquement et il n'y a plus rien, il n'y a pas d'électricité. C'est ça le principe d'une zone de guerre, c'est que toutes les choses qui nous sont familières, une école, un hôpital, une prise électrique qui marche, un téléphone qu'on décroche et qui fonctionne, tout ça ne marche plus. Et donc vous êtes là avec votre téléphone satellite, vous allez dicter votre article, et en face, vous avez une ville entière qui n'a plus le téléphone et qui voudrait dire à ses proches qui sont en Suisse ou Dieu sait où, je suis encore vivant. Et vous avez votre téléphone et vous dites, est-ce que je peux donner un coup de fil? Et c'est $10 la minute. Et votre rédacteur en chef n'apprécie pas du tout que vous fassiez cabine téléphonique. Et donc, c'est comment vous faites, dans la pratique de votre métier, de votre travail, comment vous faites pour partager? Parce que ce partage est obligatoire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous permettre, en tout cas moi, dans l'éthique qui est la mienne, d'arriver et de dire non, attendez, moi ici, mon article est important, votre vie, on en parlera peut-être dans un article après. Donc, et ça, c'est très compliqué. Donc, j'essaie toujours d'instaurer, par exemple, dans ce cas très précis, j'avais dit, voilà, tous les jours, à 17h, je serai sur cette place avec mon téléphone et les 10 premières personnes donneront un coup de fil. C'est maigre, mais c'est déjà ça. Et donc, on est obligé, dans des zones violentes, d'avoir ce type de partage. Bon, Florence, on vous écouterait jusqu'à la nuit. Il est presque 18h, mais j'ai compris que j'avais des consignes qui me permettaient de déborder un peu. Donc, je vais en user et en abuser, avec l'accord du public. Bon, on comprend bien d'abord que vous avez un sens du conte extraordinaire. Vous racontez très bien. Hein. Bon. Et les belles formules naissent spontanément sous votre langue ou sur votre langue, pas simplement sous votre plume.
Si je voulais terminer sur le quai de Ouistreham, c'est parce que d'abord c'est votre ouvrage, je pense, qui a été le plus lu, hein, visiblement. Donc dans cet amphithéâtre, beaucoup de personnes l'ont lu. D'autre part, parce que, évidemment, dans votre cas, votre démarche, votre travail de journaliste, c'est un cas extrême qui est celui de l'immersion, où là, vous ne vous déclarez pas, justement. Tout ce que vous venez de nous dire, c'est « Ah, mais j'ai une carte, c'est respecté ou pas ». Et là, vous jouez, évidemment, un autre jeu. On a cité l'exemple de Günther Wallraff, etc. Décider de passer à cette étape de l'immersion, c'est quand même pas si évident. Vous auriez pu vous dire « Non, c'est pas mon travail, c'est pas mon métier ». Oui, et c'est vrai que c'est une démarche très violente, en fait. Et de fait, quand j'ai commencé à la pratiquer, je ne m'en suis pas rendu compte. Enfin, c'est-à-dire, j'ai trouvé ça compliqué parce qu'il faut quitter sa vie, partir 6 mois quelque part. Donc, l'idée était de dire, je masque mon identité et je postule à Pôle emploi pour trouver un boulot. Et je me présente comme une femme de 50 ans, ça c'est vrai. Plus de 50 ans, c'est encore plus vrai. Donc, on m'a immédiatement dit « Ouh là là, population à risque ». Et donc, j'ai masqué mes études de journalisme en disant « Voilà, j'ai juste un baccalauréat. Et qu'est-ce que je peux trouver comme travail ?» Et donc, l'idée était celle-là. Mais quand on sent ça dedans, donc moi, je me disais « Voilà, ce que je vais trouver, c'est la précarité. Laquelle précarité, je ne le savais pas. Et je me faisais beaucoup d'illusions. Donc, je me disais, bon, ben, qu'est-ce que... Alors, vous savez, vous faites toujours un petit film avant de partir en reportage ou dans ce genre d'expérience. Vous dites, bon, ben, je vais être sans doute travailler dans un centre d'appel ou caissière d'un supermarché, où il y avait une annonce qui m'avait fait rêver, qui était cherche vendeuse dans une animalerie. Je m'étais dit, c'est super, j'ai eu un hamster jeune, j'ai beaucoup de compétences, etc. Donc voilà, je m'y voyais, quoi. Et on m'a dit tout de suite, mais c'est beaucoup trop bien pour vous, tout ça. Et donc, vous passez, on m'a dit, vous êtes dans la pile des personnes à haut risque. Voilà. Et donc, j'ai fini par trouver un métier de femme de ménage. Et pour moi, le fait d'avoir à le dénoncer m'avait suffi comme, voilà, pour me sentir la conscience tranquille. En me disant, voilà, ces gens, après tout, je viens être voilà, raconter leur quotidien et ils ne peuvent en être que satisfaits. Et c'est vraiment vraiment mal connaître ce genre de situation. Et en fait, plus le temps a passé, plus j'ai partagé le quotidien de ces personnes, plus je me suis rendu compte que tout ça n'était évidemment pas aussi simple. C'est-à-dire que vous ne faites pas le bonheur des gens malgré eux, bien sûr, mais vous ne leur tendez pas un miroir en disant « Regardez le portrait que je fais de vous, n'est-ce pas que vous êtes content ?» Ça ne marche pas du tout comme ça. Et c'est vrai que plus les choses avançaient, la même chose m'était arrivée avec une autre expérience de travail, justement, qui était des femmes dans une usine, justement dans la même région, à Caen, qui travaillaient dans une usine de madeleine, donc de pâtisserie. Et alors, c'est 30 femmes qui travaillaient là, une entreprise très familiale, et elles avaient toujours travaillé là. Et donc, elles avaient toutes entre 25 et 50 ans. Et un jour, l'entreprise est vendue, tout ça doit être désossé, envoyé dans des pays de l'Est. Et on leur dit, voilà, vous êtes toutes, c'est fini. Et elles se mettent en grève et occupent l'usine, alors qu'il n'y avait aucun syndicat, rien, juste une espèce de réflexe comme ça, de protestation. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles me disent, bah, venez voir comment ça se passe. J'arrive, je m'installe avec elles. Et on commence à discuter. Elles me disent, voilà, alors ici, il n'y a que des femmes qui travaillent, il y a 1 ou 2 hommes. Donc, il y a un homme, c'est le chef, et l'autre, c'est le stagiaire. Et entre les deux, c'est nous. Et elles me disent, voilà, donc le stagiaire qui a 19 ans, charmant, Kevin, mais appelons-le Kevin. Hein. Kevin est là. Et alors, Kevin, vous voyez, qui vient de rentrer, qui a 19 ans, qui est stagiaire, eh ben, il gagne 10 centimes de plus que n'importe laquelle d'entre nous. Alors, je dis, ah bon, c'est quand même... Oh, c'est pas grave, c'est comme ça, bon. Et puis elle me dit, puis les 2 hommes, chaque semaine, ils reçoivent un grand sac de madeleine. Et je dis, pas les femmes? Non, pas les femmes. Je dis, ah bon, c'est quand même incroyable. Elle dit, oh, c'est pas grave, on les vole, oh, on en prend bien plus, oh là là, on va pas en faire toute une histoire. Et dans mon article, je raconte ça. Je raconte cette différence entre les hommes-femmes au travail.
Et je raconte aussi la façon dont elle le raconte comme une... voilà, c'est pas si grave, allez, on va pas en faire toute une histoire. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il me semble que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça ne change pas. C'est-à-dire qu'elle n'y prenne même plus garde, qu'elle ne le voit plus. Et donc, je le raconte, et une fois le papier paru, elle m'appelle, sanglotant toute, en disant « Vous nous avez fait passer pour des idiotes. » Parce que, regardez, la situation, non seulement on est payé moins, mais en plus on s'en fiche et on a l'air de ne pas être concerné. Et c'est vrai que j'avais tendu ce miroir en toute bonne foi, pensant plaider la cause des femmes au travail. Et j'étais arrivée tout à fait à l'inverse, à ces femmes qui se sentaient doublement humiliées. Et c'est vrai que comme journaliste, on a cette grande responsabilité de représenter ce dont on parle et qu'ils n'y trouvent pas toujours leur compte. Et le quai de Ouistreham, j'y reviens, il y a eu aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire que une fois que j'ai eu fini, je me suis rendu compte qu'en apprenant à ces femmes que j'étais journaliste, que ça allait finir à faire un livre, toutes ne m'ont pas sauté au cou en disant « Oh, quelle bonne idée, vous allez enfin raconter notre quotidien ». Certaines ont dit « Mais qu'est-ce qu'on va dire de nous? On va nous prendre pour qui? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et une chose qui a été finalement qui a tourné en ma faveur, c'est le fait que le livre ait eu du succès qu'elles ont pris et à raison à leur compte. C'est-à-dire qu'elles l'ont vu comme une reconnaissance. Et c'est finalement ce qui m'a un peu sorti d'affaire, si j'ose dire. Parce que ça n'est pas si facile, en fait, de raconter ces quotidiens-là. Un des points communs entre l'usine de Madeleine, le quai de Ouistreham, et puis certaines de vos enquêtes qu'on retrouve dans le recueil qui s'appelle « En France », le texte publié dans le journal Le Monde, c'est quand même ce mot que vous avez prononcé qui me paraît capital pour beaucoup d'interprétations d'historiens sur ce qui se passe depuis la nuit des temps, mais en tous les cas au XXe, XXIe siècle, c'est le mot « humilié ». C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit oui, il y a des différences de salaire, etc., il y a quand même quelque chose qui est essentiel, qui est du domaine du vécu, on va dire psychologique. Et ça ne vaut pas que pour le prolétariat, etc. Je veux dire, on ne comprend rien à l'histoire politique du XXe siècle sans faire intervenir l'humiliation collective de certains groupes. Et entre parenthèses, n'imaginez pas tout de suite que, par exemple, ce sont des groupes qui vont, par exemple, se retrouver à l'extrême gauche. Ça concerne aussi beaucoup l'extrême droite. Vous ne comprenez pas beaucoup de nazis de base sans la notion d'humiliation. Ça vaut pour tous les groupes sociaux, toutes les idéologies. Et c'est vrai que, bon, être provisoirement ou pas, parce que vous, dans le cas de Ouistreham, vous avez des figures qui espèrent s'en sortir, puis d'autres qui ont peut-être fait une croix là-dessus. Déjà, il y a des variantes, mais il n'en reste pas moins qu'il y a cette question du regard qu'elles ont sur elles-mêmes. Elles savent bien que ce n'est pas brillant. Et donc, être exposé par une journaliste ou par n'importe quel média, c'est très dangereux. Très compliqué. Très compliqué. Et c'est vrai que reste cette tradition. Alors, elle est évidemment, la place du travail est en train de bouger aujourd'hui, hein, pour de multiples raisons. Mais en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, notre travail, notre profession reste pour grande part notre identité. Et ça m'avait beaucoup frappé, vous en parlez, au moment du basculement de tout le bassin minier du nord de la France vers l'extrême droite, qui était... la mine, c'est quelque chose de terrible. Travailler dans une mine, c'est quelque chose de terrible. Et c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais lycéenne, Germinal était au programme. Donc, Germinal de Zola, je ne vous fais aucune insulte en précisant. Je me doute que vous le savez. Et donc, on lisait Germinal et on se disait, mon Dieu, mais tous ces gens sont atrocement humiliés, c'est terrible, ils descendent dans la mine, ils en sont malades, etc. Et au même moment où nous lisions Germinal en terminale, les mines fermaient. Et donc, on se disait, mais formidable, enfin, la fin de cette exploitation, etc. Pas du tout. On voyait à la télévision les mineurs pleurer. Et donc, c'est beaucoup plus complexe, la relation qu'on a à son travail, à l'identité qu'on y trouve, etc. Et j'ai rejoint cette chose-là dans le bassin minier, où les gens qui sont restés, enfin, beaucoup d'entre eux, en tout cas, ont des problèmes d'emploi. Et je leur demandais qu'est-ce que vous faites, sans qui vous êtes, etc. Et beaucoup d'entre eux se définissaient, donnaient comme identité, je suis petit-fils de mineur. C'est-à-dire qu'ils ne disaient pas, je recherche un emploi, ou je suis devenu, je ne sais pas, magasinier, ou peu importe quoi. Leur identité restait cette identité de mineur qu'avaient eu leurs grands-parents. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas forcément. C'était la même chose à Ouistreham, par exemple. Dans ce ferry dont on parlait tout à l'heure,
j'avais pour poste réservé uniquement aux femmes, de nettoyer les toilettes. Et donc j'étais avec une collègue, on poussait notre chariot. Et alors nettoyer les toilettes dans un ferry, quand vous voyez, il y a le mal de mer, tout ça, c'est très sale. Et donc on est là avec ma collègue, on nettoie les toilettes. Et alors je faisais ma petite journaliste tout en maniant le balai. Et donc je lui dis, et alors toi, pourquoi tu es là, etc. Donc j'ai essayé de faire un petit peu mon enquête comme ça, discrètement. Et ma collègue, donc on parlait assez fort parce qu'on se parlait d'une toilette à l'autre, justement. Et elle me dit, mais moi je fais ça, et alors je l'entendais récurer, moi je fais ça parce que j'ai beaucoup d'ambition. Et bêtement, j'ai ri. Et c'est très bêtement. Parce que c'est vrai que peu importe le métier, c'est ce qu'on y injecte, l'identité qu'on y met, la volonté qu'on y met. Et je dois vous dire une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que j'ai vu autant de paresseux, paresseuses, d'ambitieux, ambitieuses, de gens qui faisaient ça par choix, par hasard, par ça, que dans le journalisme. Bon, on pourrait s'arrêter là sur vos applaudissements, ce serait parfait. Bon, alors... C'est pas votre genre. C'est pas mon genre, on va peut-être plomber l'atmosphère. Non, mais un dernier mot. Alors, c'est bateau. C'est bateau, d'accord. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Je sens la perche. Mais l'avenir de votre beau métier en 2021, 22, 23, 2050, il y a le réchauffement climatique 2050, mais enfin, il y a l'avenir de ce métier. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler encore de journaliste ? Oui, alors je voulais juste terminer sur une chose. On en avait parlé à table et ça vous avait fait rire, donc je me dis après tout, vous êtes un beau cobaye. Oui, tout à fait. Moi, je veux bien être votre cobaye, Florence. Voilà. Aucun problème. On en parlait parce que vous avez peut-être remarqué dans l'actualité qu'Emmanuel Carrère, écrivain pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, a tiré un film. Et donc, film pour lequel, je vous le dis vite, je ne suis absolument pour rien. Donc il a tout fait tout seul. Donc moi je me suis contentée d'en céder les droits. Sortie prévue en janvier. Voilà, en janvier. Et donc il a eu la bonne idée d'enrôler et de donner des rôles justement à des personnes qui travaillent avec moi, à des femmes de ménage qui jouent réellement le rôle de femmes de ménage dans ce film. Et avec un certain nombre d'entre elles, je suis restée assez copine et j'aime bien passer les voir quand je vais à Caen. Et donc voilà. Et donc je vais en voir une qui justement à qui on a donné un rôle dans ce film. Et alors vous imaginez comme je suis un peu comme ça. Je dis alors comment ça s'est passé ? J'étais un peu gourmande de la situation. Je dis ça s'est bien passé avec Carrère, quand c'était le film, le cinéma, tout ça. Alors elle a une tête 80. Ça a été terrible. Alors je dis ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais on revient à l'humiliation. On nous a pris pour des connes. Alors je dis ah bon, pourquoi ? Parce que alors bien sûr elles étaient payées, mais vous allez voir ce que je veux dire par là. Elle dit voilà alors on est arrivé, donc il y avait une semaine de tournage sur le bateau. Et alors devine ce qui s'est passé. On s'est rendu compte qu'on travaillait le dimanche. Je dis ah ouais. Et on s'est rendu compte qu'il y avait même du travail le soir. Alors je dis, ah oui, alors vous imaginez être stagiaire dans le cinéma sur un film de Carrère, je pense que des gens auraient payé. Et elle, on dit, alors on s'est mis en grève pour être payé. Et c'est vrai que l'histoire est intéressante pour voir la différence d'évaluation de qu'est-ce qu'un travail dans le cinéma, qu'est-ce qu'un travail comme femme de ménage, etc. Et j'ai trouvé formidable leur réaction, leur manière d'être, leur façon de faire. Ils m'ont dit, voilà, alors on s'est battus. Ils étaient très étonnés. Je riais sous cap. Et donc, voilà, alors on leur a dit ça. Et alors le lendemain, finalement, etc. Et alors, devine, ils voulaient nous faire dormir sur le bateau. On a demandé le Formule 1 à côté, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Et alors, toutes ces femmes ont fini au Festival de Cannes, quand même. Et donc, quand elles sont arrivées à Cannes, on leur a dit, voilà, il y a une styliste qui va vous habiller parce que vous allez être sur la scène. Et donc, il faut que voilà, les tenues soient harmonieuses. Alors, on avait fait venir des fringues sur lesquelles je me serais ruée d'Agnès B ou de Dieu sait qui, tout ça, qui était très élégant et très bien fait. Et elles, pareil, l'ont très mal pris. Elle dit, tu te rends compte de ce qu'on a voulu
nous faire mettre, alors je le dis d'autant plus, on a voulu me faire mettre, disait l'une, une robe à pois. Grotesque. Et donc elle me dit, alors je dis, alors qu'est-ce que vous avez fait? Alors on est allé dans la rue piétonne de Cannes et on s'est acheté des habits, parce que quand même il ne fallait pas exagérer, et tout était revenu habillé comme pour le mariage de la cousine. Donc l'une était en tailleur fuchsia, l'autre en... Et je trouvais ça formidable qu'elle revendique cette place qui était la leur et la volonté d'avoir leur image à elle et pas de se faire, voilà, de se déguiser en Dieu sait quoi sur une scène de Cannes. Et je les ai trouvées très fortes de maintenir qui elles étaient, la manière dont elles étaient, et cette identité forte qui était celle de leur boulot, de leur provenance sociale, etc. Et elles en étaient très fières. Et le truc est là. Et je vous dis, j'adore Emmanuelle Carrère, donc ne prenez pas tout ça comme des critiques ad nominem. En plus, j'ai pas vu le film, donc tout ça est vraiment gratuitement. Elle disait, et tu te rends compte, quand on est arrivé sur la scène, on s'est dit peut-être on a gaffé quand même. Alors l'une était, je vous dis, en orange, l'autre en rose, l'autre. Donc c'était vraiment toutes les couleurs. Elle dit, et on a été rassurés parce que comment était habillé Carrère? Il était en jean. Et alors, ce qui était le sublime, le truc, et c'est vrai que ça passe par là. Et j'ai appris moi-même quand je vais travailler j'ai rendez-vous avec des milieux très populaires, à faire très attention à ce que je mets et à ne pas dire je vais chez les pauvres, mettons-nous en croque et en fourrure polaire. Donc c'est vraiment important et je pense que ça passe aussi par là. Quant au métier de journaliste, je n'ai pas oublié. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, on parlait d'Internet, etc. Je pense que c'est la très grande chance du journalisme est précisément Internet. C'est-à-dire que ça va tellement vite, ça pousse tellement à dépasser les lignes rouges, à exploser l'éthique et la morale, à transgresser, que le journalisme ne peut que revenir en arrière sur certaines bases. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les années 90. On disait, ça y est, le journalisme est fini, le journalisme d'enquête est fini, il faut faire de plus en plus court, l'émotion passe par la télé, par l'image, etc. Et donc, faites des papiers plus courts, rentrez dans ce rythme-là, etc. À force de se raccourcir, et c'est le cas de Twitter, aujourd'hui, certains de mes confrères travaillent exclusivement sur Twitter, et certains avec beaucoup de talent. Enfin, on est à 400 signes, donc on est à 3 phrases. Donc, aujourd'hui, la majorité des papiers dans un journal, comme Le Monde, mais aussi comme Libération, La Croix, et peu importe les grands quotidiens, se rallongent. C'est-à-dire qu'on vous donne aujourd'hui plus de place, plus de temps, parce que plus on va vers le court, plus finalement se développe à l'inverse l'autre chose. Et c'est vrai que je constate ça avec beaucoup de plaisir. Et moi, je suis très optimiste. Alors, je vous dis, une fois encore, le grand problème aujourd'hui est cette porosité entre la communication et la presse, qui pour moi est vraiment s'il y a un danger actuel, c'est vraiment celui-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à être journaliste, la crainte que nous avions était celle de la censure, c'est-à-dire qu'on sortait de ces années d'après-guerre. Alors, c'était bien après, bien sûr, je vous parle là des années 80, 90, donc on est bien plus tard. Mais la mémoire est encore celle-là. La mémoire est de dire, est-ce qu'on aura le droit d'écrire ça? Est-ce qu'on ne va pas être... La question qu'on me posait principalement était, est-ce que tu as déjà été censuré? Est-ce que tel papier est coupé dans ton journal, etc. Et c'était vraiment le problème numéro 1. Aujourd'hui, l'idée n'est pas d'être asphyxié, n'est pas de ne pas avoir assez d'informations, de ne pas pouvoir les dire, de ne pas pouvoir les transmettre. On est absolument menacé par l'inverse, on est menacé par la noyade. C'est-à-dire que tout homme politique, tout industriel, toute personne ayant un peu de pouvoir et voulant transmettre une certaine image de lui et de son fonctionnement, va vous noyer sous l'information. Et ça, c'est vraiment le problème actuel, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez, pour chaque ministre, 5 conseillers en communication qui vous racontent chacun une chose. Et on se rend compte que dans les journaux se sont développés, alors ça c'est quand même des très grands services, très grands au nombre de personnes qui travaillent au monde. Par exemple, il y a un service qui s'appelle les décodeurs où travaillent une quinzaine de personnes, c'est-à-dire c'est beaucoup, c'est un gros service dont le seul boulot est de vérifier les informations officielles qu'on nous donne.
Donc c'était inimaginable il y a 20 ans. C'est-à-dire que où on ne disait pas, où on disait plus ou moins vrai. Là, aujourd'hui, on peut être dans la fable et la fiction totale. Et donc, qu'aujourd'hui, chaque journal se soit doté d'un service qui ne sert qu'à vérifier une information d'un ministre. Enfin, on est là dans quelque chose de terrible. Et ça, c'est aujourd'hui le gros danger de la presse. On l'a vu, on voit d'ailleurs les deux systèmes en fonctionnement à l'occasion de la récente crise sanitaire. Hein. La France, par exemple, où on a eu bien trop d'informations, souvent, je dis informations parce que je suis gentille, mais beaucoup trop de discussions, de débats, de fausses rumeurs, enfin de tout ce qu'on veut. Ça, c'était en France. Et venant de Chine, rien. Donc, on voit vraiment le fonctionnement de deux régimes en parallèle. La démocratie, qui a trouvé comme méthode de défense d'envoyer comme ça des jets d'encre à tous azimuts, et les pays totalitaires de façon très classique qui ont tout à coup fait tomber la chape de plomb. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment les deux on voit vraiment sur la planète deux fonctionnements tout à fait différents à l'œuvre, mais qui produisent la même chose, une absence d'information réelle. Écoutez, merci Florence Aubenas de... Je voulais simplement terminer ma phrase de nous éviter la noyade. Voilà. Merci, monsieur l'académicien. Le sujet. Attendez de savoir. Je réfléchissais tout à l'heure à ce moment rituel qui est le nôtre, qui est à la fois un peu triste puisque nous allons nous séparer, et très joyeux et allègre puisque nous avons été ensemble et que nous savons que l'année prochaine, autour de ce thème, nous allons nous retrouver. Et ce bonheur me faisait penser qu'il y avait quelque chose d'un peu artificiel à répéter ce rituel que chaque année je suis. Vous savez, vous vous rappelez peut-être, qui consiste à faire semblant de ne plus me rappeler, à faire des circonvolutions et des circonlocutions, à vous dire que certes vous allez l'apprendre, mais que peut-être vous ne le saurez pas tout de suite, ou que plus exactement, il n'est pas impossible que je vous fasse attendre. Tout ça, je crois que vraiment, ça vous a lassé. J'ai eu le sentiment, peut-être une espèce d'instinct, que vous ne souhaitiez plus que je fasse ce type de détour, de tour et de détour. Et c'est pourquoi j'ai résolu d'aller droit au but. Mais quand même... Mais quand même de vous faire un peu travailler en vous disant qu'après cette session, cette rencontre laborieuse, nous pensions qu'il fallait peut-être plus d'espace, plus d'air pur, plus de longue distance, plus de latitude, etc. Et alors, je vais vous dire, il s'agit d'un substantif unique et féminin, un substantif que peut-être vous allez trouver tout seul si je vous dis que pour Baudelaire, l'homme la chérira toujours, que pour Valérie, elle est toujours recommencée, que pour Charles Trenet, elle danse au fond des golfes clairs, et que pour Jean Ferrat, elle ne cesse pas de polir les galets. J'aurais pu trouver d'autres manières indirectes et promptes de vous dire que notre sujet de l'an prochain, ce sera la mer. Voilà, merci d'être venu et merci d'être ce que vous êtes. Nous vous aimons beaucoup. Merci.